Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Vous êtes sur Radio Orient, dans notre 7e émission « Et si on en parlait en 2020 ?» Nous poursuivons notre série d'émissions avec nos partenaires de la revue Politique et Parlementaire et Frédéric Lazorde, que je salue. Bonjour. Sur les enjeux des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Notre invité aujourd'hui est Vikash Dorasso. Bonjour. Qu'on est ravi d'accueillir. Alors je vais rappeler quand même pour nos auditeurs, même si je pense que certains se rappelleront que vous avez été footballeur professionnel, international en équipe de France, 18 sélections, et que vous avez joué dans les plus grands clubs français, Le Havre, club doyen, Lyon, puis Bordeaux, Milan AC et le Paris Saint-Germain. Ça tombe bien puisqu'on parlera de Paris dans quelques minutes. Et vous êtes engagé dans cette élection municipale comme tête de liste pour le 18e arrondissement. Oui. Décidons Paris, liste Décidons Paris, alors avec notamment la France Insoumise, mais le parti d'Aymeric Caron, et puis des citoyens, je pense beaucoup de citoyens non encartés, non engagés, comme vous-même d'ailleurs. Ouais, voilà. Puis il y a PEPS aussi qui est pour une écologie populaire et sociale. C'est des dissidents d'Europe Écologie Les Verts qui trouvaient, on en parlera plus tard je crois, que les écolos actuels étaient un peu trop mous et qui voulaient une écologie bien plus radicale. Alors peut-être une question, avant de rentrer dans tous nos sujets, une question plus personnelle, c'est pourquoi ce choix de mener campagne, de s'engager? Vous avez déjà participé à des campagnes, mais comme soutien. Oui. Hein, on peut se rappeler que vous aviez participé, vous avez soutenu la campagne de Bertrand Delanoë en 2008 par exemple, donc vous n'êtes pas non plus un nouveau à Paris, vous avez déjà été dans le paysage, mais comme soutien. Et là, vous avez franchi le cap. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir candidat et donc peut-être demain élu maire du 18e arrondissement? C'est votre objectif? Oui, je suis aussi tête de liste en fait de Décidons Paris au niveau parisien en binôme avec Danielle Simonet, qui elle est de la France Insoumise. Mes combats viennent de mes révoltes, de ce que j'ai pu vivre, les discriminations, les inégalités, et puis grâce au football, j'ai changé. J'ai eu une ascension sociale et j'ai continué à voir ces inégalités, ces discriminations. Et j'ai toujours combattu tout ça par mon engagement associatif via Tatane, dont j'étais le président, qui faisait grâce au football, je sais pas moi, on apaisait des situations, on aidait des gamins. Je suis aussi parrain d'Oxfam, qui lutte contre les inégalités et la pauvreté à travers le monde. Et j'ai été aussi, pendant ma carrière, parrain du Paris Foot Gay, des copains à moi qui m'avaient demandé de les soutenir parce qu'ils trouvaient pas leur place dans le monde du football. Un engagement ancien contre la discrimination. Voilà, que ça a toujours été le cas. Pour moi, par rapport au Paris Foot Gay, c'était finalement m'engager contre toutes les discriminations. Je pense que c'est très important. Et récemment, dans le 18e arrondissement, il y a un petit terrain de foot qui est arrivé dans un square un peu riche où j'habite. Moi, je suis un bourgeois, le square Burke. Les riverains se sont battus pour enlever le petit terrain. Ils considéraient ces riverains bien plus riches que ceux qui utilisaient ce petit terrain de foot, que l'espace public leur appartenait, le parc était devenu leur jardin. Ils allaient aussi décider qui allait accéder à cet espace public. On allait à la réunion publique où ils avaient acté la disparition du petit terrain. On s'est dit non, c'est pas possible, les gamins ils méritent pas ça. C'était les nouveaux gamins du quartier mais qui étaient exclus. C'était des gamins des classes populaires, parfois des petits noirs et des petits arabes. Il y avait une sorte de mépris de classe de la part de ces gens-là vis-à-vis de ces gamins, et une sorte aussi de racisme évidemment. Et 1000 personnes avaient signé leur pétition. Nous, 11 000 personnes ont signé la nôtre. On a affronté le maire et on a gagné ce combat. Et à partir de là, alors on était 3 adultes avec des gamins qu'on avait mobilisés. C'était dans une école publique qu'on a mené ce combat et on a lancé cette pétition ensuite. Et mes potes m'ont dit Vikash, il faut que tu te lances, il faut que tu as gagné ce petit combat, tu peux en gagner des bien plus grands. Et à ce moment, les différents partis politiques m'ont contacté pour les européennes d'abord, pour être sur la photo de nouveau, en soutien. J'ai refusé. Et puis ils sont revenus pour les municipales, j'ai réfléchi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, Décidons Paris ressemble à l'appel que je dois rejoindre. Je suis en accord avec les valeurs de cet appel, les valeurs aussi de la France Insoumise de façon générale. Et donc, c'était normal pour moi d'aller, de m'engager politiquement enfin. Ce qui est important aussi, c'est que dans ce combat-là, il y avait l'argent public, l'espace public, il y avait aussi la place du politique. Qu'est-ce que fait le politique? Pour qui il se bat? J'ai le sentiment que le maire que j'ai affronté, mais d'autres, la plupart, ont
déconnexion, mais pas de conviction. Ils font de la politique un métier. Ils ont appris à l'école, à l'ENA souvent, ou à Sciences Po. Et c'est juste un salaire pour eux. Nous, on a des convictions. Moi, j'ai des convictions. Le combat que j'ai mené, il était important. J'étais triste le soir. On a failli perdre ce petit terrain de foot. Et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui. C'est aussi le troisième point, un point important. Hein, c'est aussi comment sont représentés les gens. Je viens de la diversité. Je suis issu de l'immigration. Je viens des classes populaires. Et moi, je ne me sens pas représenté par les gens qui nous dirigent aujourd'hui, qui sont souvent en costard-cravate et qui ont fait l'ENA. Et je veux aussi changer cette représentation-là. Frédéric Lazorte. Alors, une petite question quand même, parce que vous êtes évidemment pas novice en politique, ni d'ailleurs, je dirais, vous connaissez les politiques et vous vivez dans le 18e arrondissement, qui était quand même l'arrondissement de Bertrand Delanoë. Ce que vous nous décrivez là, qui était son arrondissement où il était élu, et Daniel Vaillant à l'entrée des maires, ce que vous nous décrivez là, c'est un échec de cette politique menée par un candidat que vous avez soutenu sur de nombreuses années. Je crois savoir quand même que le 18e arrondissement, qui était un arrondissement très peuplé, 200 000 habitants, avec une grande diversité sociale, c'est une ville dans la ville, on pourrait dire, cette fracture territoriale et sociale que vous décrivez, elle n'est pas nouvelle. J'aimerais savoir comment vous pensez la résorber. Et en particulier, là, vous parliez des jeunes, il y a aussi des problèmes il y a dans ces quartiers-là. Beaucoup de questions. Non, mais ça suit, mais il y a des groupes de jeunes, où il y a dans les rues, il y a souvent des affrontements. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à apporter à ces problématiques-là? Vous avez parlé des jeunes et des jeunes issus des quartiers populaires. Donc, d'où vous sortez les affrontements écoutez, régulièrement dans le 19e et dans le 18e arrondissement. Dans le 18e, personnellement, j'ai vécu des années dans le 18e arrondissement. Mais donc j'ai vu des bancs de jeunes effectivement se battre dans la rue. Donc je vais pas raconter ma vie. Mais la question, plus globalement, ce que veut dire Frédéric, c'est qu'il y a des problèmes d'insécurité aussi à traiter. Mais pourquoi les jeunes se battent? Pourquoi c'est les jeunes qui se battent? Je comprends pas votre question. Ce sont des jeunes adolescents effectivement. Mais pourquoi? Moi, je vois pas ça. Je vis dans cet arrondissement et je le vis tous les jours. D'accord. Ça fait dans le même quartier que moi, en fait, en réalité. Vous vivez du côté de la Chapelle? La mère de mes enfants habite là depuis très longtemps. J'y habite. Le foot me permet de vivre aux Abbesses et en même temps de regarder le foot à la Goutte d'Or. Et oui, à la Chapelle, j'y vais. Évidemment, mes enfants ont grandi là, donc ils sont allés au conservatoire Baudélique, ils vont au stade d'Auvin, ils vont au stade Porte d'Aubervilliers, etc. Porte des Poissonnets, j'ai vécu pendant longtemps Porte des Poissonnets. Donc je vis cet arrondissement, je le connais. Donc je suis au courant de ce qui se passe. Et ce que vous décrivez là n'est pas juste. Après, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'inégalité et de discrimination. On peut s'attaquer aux problèmes, vous parliez des problèmes sociaux avec des mesures sociales. Je suis contre eux et je ne vois pas la même chose que vous. Par contre, je vois bien que le politique ne s'est pas intéressé de la même façon aux différents quartiers. Juste un exemple. Les quartiers touristiques sont propres. La rue d'à côté, où les touristes ne passent pas, elle est sale. Bizarrement, récemment, la maire Anne Hidalgo est passée à la Goutte d'Or pour inaugurer un local, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était nickel, c'était propre, c'était sécurisé parce que la maire arrivait. Pourquoi on le fait pas en temps normal, ça? Pourquoi on crée pas les conditions pour que ces gens-là vivent bien en temps normal? Pourquoi? Alors, évidemment, vous avez parlé aussi de mon soutien de Bertrand Delanoë. J'ai soutenu des gens parce que je croyais en quelque chose. Et puis aujourd'hui, je m'engage et j'affronte ces gens-là aussi, puisque j'affronte le PS, j'affronte cette majorité qui est au pouvoir et qui ne répond pas à ce que je demande. Évidemment, là, pour le coup, je suis nouveau en politique. Je n'ai jamais fait de politique. J'ai été soutien. J'étais sur la photo. Et aussi, moi, j'ai été traumatisé par 2002. Donc 2002, moi j'ai toujours voté très à gauche et autour de moi on a tous voté très à gauche. Je viens du Havre, une mairie PC, c'était André Duroméa et 2002 ça a été quand même un traumatisme pour nous. Tous les gens autour de moi, on a tous voté. C'était Taubira, je crois, ma mère, peut-être Besancenot. Et puis à l'arrivée, on a eu Marine Le Pen au deuxième tour parce on pensait voter Jospin au deuxième tour. Il s'est passé ça. Après la réflexion pour nous, c'était qu'est-ce qu'on fait dès le premier tour? Est-ce qu'on vote directement Hollande ou est-ce qu'on va de nouveau voter les petits candidats parce que c'est en eux qu'on croit et c'est plutôt nos valeurs.
Je ne sais pas si j'ai répondu Non, à mais la là, question. une question quand même, là vous faites un constat. Et ce que je disais... Après, je peux vous donner les mesures qu'on a dans notre D'une certaine programme. manière, c'est un petit peu comment vous allez répondre à ce manque à ces manquements. que vous La avez... propreté, par exemple, ça a été vendu. Donc, c'est une délégation de service public. Donc, il suffit de remunicipaliser, on s'en charge et on le fait bien. Parce qu'évidemment, quand on fait une délégation de service public, on donne au privé. Le privé, il a tout intérêt à baisser les coûts pour faire plus de profit. Donc, aujourd'hui, les passages pour la propreté sont pas réguliers, sont pas suffisants. Pourtant, on est capable de le faire sur les Champs-Élysées, on est capable de le faire dans les beaux quartiers, on n'est pas capable, c'est vrai qu'on sur les Champs-Élysées, c'est pas un super exemple. Parce que partout où on vend au privé, en fait, le privé a pas intérêt à bien faire le travail, il a intérêt à gagner de l'argent. Et donc, il le fait pas bien. Il suffirait de le municipaliser, on gagnerait de l'argent, ça serait moins cher, et en plus, on le ferait bien. Alors, moi, je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant. Vous disiez, aujourd'hui, j'affronte le maire sortant, donc qui est socialiste, et vous avez dit une phrase qui était assez forte, c'est de dire, je considère que nous n'avons que des adversaires dans cette élection. Donc, est-ce à dire que vous mettez sur le même plan, finalement, les candidats issus de la droite traditionnelle, il y en a, il y a des candidats Rachida Dati, il y a des candidats, évidemment, alors, bon, ça a changé, c'est plus Griveaux, mais quand même, c'est Agnès Buzyn maintenant, Villani, les écologistes, même Yann Brossa, qu'on a reçu aussi dans l'émission, c'est un adversaire, c'est pas un concurrent. Yann Brossa, il est parti directement, donc le PC, avec le PS. Tous les macro-compatibles, pour moi, sont des adversaires. Donc, Anne Hidalgo... Si vous dites ça à Yann Brossa, il va pas être d'accord. Hein. Il fait partie... Je pense qu'il va même faire un mais bon. malheureusement, ils ont décidé de partir pour avoir des postes, être garantis de certains postes. Je veux dire, c'est pour ça qu'il part directement avec le PS. Anne Hidalgo, son adjoint à l'urbanisme, qui est très important dans sa campagne, c'est Jean-Louis Missica, qui a un soutien officiel d'Emmanuel Macron. Donc voilà, tous les macro-compatibles sont pour moi des adversaires. Europe Écologie Les Verts, on peut en parler. Évidemment, on est proche d'Europe Écologie Les Verts. Malheureusement, ils ont tendu la main à Villani. Et Villani est un macroniste qui a voté la loi du CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada, et qui va déforester l'Amazonie. Il a voté la loi Asile-Immigration. Récemment, une de ses premières prises de parole, quand il est devenu candidat, c'était sur l'école. Et tout de suite, il a attaqué en disant le problème de l'école, c'est l'immigration avec nos enfants colorés, chamarrés. C'était des propos vraiment limite racistes. Il a voté aussi la baisse des APL. Il est pour la réforme des retraites. Il est pour la police municipale armée. Moi, je suis contre tout ça. Moi, je suis contre cette réforme de retraite. Je peux pas tendre la main à Villani. Je peux pas m'approcher de Villani. Donc, pour moi, c'est un problème. Vous pouvez discuter avec lui sans être d'accord. Ah non, je suis pas. Oui, évidemment, je peux m'approcher physiquement. Hein, c'est bon. Mais par contre, le grand écart qu'a tenté Béliard ne nous convient pas. C'est pas possible. Et puis, les écolos, ils ont un problème aussi, puisque Jadot parle d'écologie compatible avec le capitalisme, compatible avec le néolibéralisme. Moi, je pense pas. Je pense que l'écologie est anticapitaliste et contre la société de consommation. Il faut changer nos modes de vie. Il faut changer nos modes de consommation. J'aime bien la citation de Pablo Servigne qui dit qu'il faut dépenser moins pour travailler moins. Je trouve que c'est le moment de l'entraide aujourd'hui. C'est le moment de faire des choses ensemble et pour les autres. Frédéric, il y a dans le positionnement que vous prenez, qui est quand même extrêmement dur, extrêmement politique, en gros, vous pouvez faire alliance avec personne. Donc vous allez vous retrouver avec 5%, sans doute pas dans le 18e, peut-être vous aurez un petit peu plus, au deuxième tour. Normalement, la politique, c'est aussi l'art de faire des compromis. J'aimerais bien comprendre quelle partie de votre programme, de votre identité de gauche, puisque vous allez laisser le terrain à tous les macro-compatibles, hein, puisqu'il y a que ça en dehors de vous. Comment vous allez peser sur la vie politique durablement si vous restez dans une position de forteresse? C'est une question quand même que j'aimerais vous poser. Ou alors, vous estimez que vous êtes juste candidat, mais que votre engagement, il sera plus dans la société civile et que finalement, vous n'êtes pas un vrai politique, vous ne vous engagez pas vraiment pour gouverner, ou en tout cas pour être aux affaires
au niveau de la municipalité. En tout cas, je suis un joueur de foot, moi. Vous savez, je démarre pas les matchs en pensant que je vais perdre. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Hein. C'est pas la question. Ah, vas-y, c'est important, puisque vous venez de me dire que mais le match de foot la politique n'est pas vraiment un match de foot. Ah si, on démarre pour gagner. Moi, je veux gagner. Je veux être maire du 18e arrondissement. Je veux que Décidons Paris pèse sur cette campagne. Je veux que Décidons Paris soit le plus haut dans tous les sondages et le plus haut dans tous les arrondissements. Après, la question que vous posez, elle est la politique, les politiciens à l'ancienne qui font des arrangements entre coins. Ah bah évidemment, c'est ça. Pas des arrangements, des compromis sur des aspects programmatiques. On verra pour ces compromis, parce qu'en fait, nous à Décidons Paris, c'est une décision collégiale. Donc tous les arrondissements vont se réunir, les têtes de liste. On va prendre une décision collective et on va l'assumer, on va la porter après. Pour l'instant, moi, je suis nouveau en politique et c'est sûr que mes convictions sont très fortes. Donc, je suis pas dans ce moment-là. Mais après, on verra, on discutera et on va prendre une décision pour ce deuxième tour. Parce qu'il y aura un deuxième tour. Qu'est-ce qu'on fera le jour du deuxième tour ? Je serai au deuxième tour. J'en suis sûr. Décidons Paris, dans le 18e arrondissement, sera au deuxième tour. Et puis d'autres arrondissements le seront aussi. Dans d'autres arrondissements, peut-être pas. Mais on va essayer de faire monter la sauce, de faire prendre... Parce que honnêtement, dans le 18e arrondissement, nous, on est sur le terrain et on est à fond. Hein, et ça marche, on est content. Je suis un nouveau candidat. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la politique, un joueur de football qui s'engage à gauche. Et les gens, ils se reconnaissent en ça. Ils en ont marre de l'ancienne politicienne qui fait que des arrangements de coin de table. Et j'ai remarqué, hein, je viens de m'engager. En fait, on fait des mathématiques et on est élu, hein, sans conviction. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a des mathématiciens qui sont candidats. Mais parce que c'est important. La question de Frédéric, en fait, c'est une question qui parle aussi du mode de scrutin. Puisque les élections municipales, c'est un scrutin à 2 tours, à la proportionnelle. À 3 même. Et même à 3 tours pour l'élection du maire de Paris, puisque c'est pas les citoyens, mais les conseillers de Paris qui vont élire effectivement le futur ou la future maire de Paris. À partir de là, la question qu'on est en droit de se poser, c'est de se dire si, et d'ailleurs c'est un peu ce que David Béliard nous a expliqué la semaine dernière, lui il a dit moi je veux pas d'accord avec Villani au premier tour, mais au deuxième tour je veux rassembler tous les gens qui sont prêts à s'engager fortement sur les questions de climat notamment, et à mettre en œuvre vraiment des politiques plus radicales. Donc là, de ce point de vue-là, et d'ailleurs, il vous cite. Il dit, moi, mon idée, c'est d'aller chercher les amis de la France Insoumise, les listes de Décidons Paris, les socialistes ou ce qu'il en restera, et les communistes, et pourquoi pas, si on est d'accord sur une base programmatique pour Paris, discuter au deuxième tour avec les amis de Cédric Villani. C'est ça qu'il nous a expliqué la semaine dernière. Bah, alors, il faudra que Cédric Villani bouge beaucoup quand même pour que moi, il me convainque. Alors, juste la police municipale armée et les baisses des APL, le CETA, c'est beaucoup de choses. La réforme des retraites. Nous, on est contre cette réforme de retraite. Et d'abord, les gens sont avec nous puisqu'ils sont dans la rue à manifester. Et moi, j'étais dans les manifestations. Il y était pas, lui. Moi, évidemment, les gouvernement local. Pardon ? Vous n'allez pas lui poser uniquement des questions sur ses positionnements nationaux ou quand il était député, etc. Mais il s'agit d'un gouvernement local. Ce qui est marrant, monsieur, c'est qu'on fait croire que Cédric Villani est nouveau en politique, alors qu'en fait, il est député. Il est député depuis plusieurs années. Et il a voté. Aussi. Pardon ? Il est un peu nouveau. Non, il n'est pas nouveau. Il est député. Il est macroniste. Il est soutien nouveau de 2017. Il est déjà en poste. Et il a déjà eu à voter des lois très importantes. Et c'est des vrais clivages. Sur lesquels moi je peux. S'il sort pas de ça, c'est pas possible. Après, il y a une autre chose. Le grand écart de Béliard, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est pas possible pour nous. Par contre, oui, je me sens proche des écologies. Il y a aucun problème là-dessus. En tout cas, eux, ils disent, c'est un peu je voulais vous lire la citation de Julien Bayou. Il dit le côté dégagiste ne suffit plus. Il y a besoin de choses tangibles. Clairement, les municipales marquent le temps du concret, des crèches, des impôts, qualité de l'air, la nature en ville. Qu'est-ce qu'on fait sur tous ces sujets ? Alors, Julien Bayou a dénoncé l'accord que Béliard proposait, et c'est Jadot qui est venu dénoncer les propos de Julien Bayou. Donc il faut quand même qu'il tombe d'accord. Oui. Bayou, il n'est pas prêt à faire alliance avec Villani, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il s'est fait reprendre, alors que c'est lui le secrétaire général du parti, si j'ai bien compris. Et c'est quand même Jadot qui, derrière, a dit non, nous, on est d'accord, on veut... Donc, qu'ils se mettent d'accord entre eux. Ce qui me pose problème aussi avec l'accord de David Béliard, c'est que, en fait, tant que Villani est toujours macroniste, il est toujours dans le parti, il n'est pas prêt à faire accord avec lui. Par contre, dès qu'il rompt, lui, ouvertement avec
Macron, il pourra faire accord avec lui. Donc ça, je comprends pas, il faudra qu'il nous l'explique aussi. Alors, on arrive à la mi-temps de cette émission. On va faire une courte pause et on reprend dans quelques instants avec notre invité Vikash Dorasso. Et si on en parlait du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», consacrée aux enjeux des élections municipales, avec Frédéric Lazorte de la Revue Politique et Parlementaire. Et notre invité aujourd'hui, c'est Vikash Dorasso, que tout le monde connaît, presque, on va dire, parce qu'il a été footballeur professionnel et international en équipe de France, et qu'il a joué dans les plus grands clubs français. Il est aujourd'hui dans une nouvelle étape de sa vie et donc il est candidat pour les élections municipales comme tête de liste du 18e arrondissement de Paris. Alors pas avec la France Insoumise mais aussi avec les amis d'Aymeric Caron, avec des citoyens, vous avez dit 65% de... Sur ma liste, dans le 18e, 45 candidats, moi je suis la tête de liste pour Décidons Paris, donc soutenu par la France Insoumise, Rêve, PEPS. Et beaucoup de nouveaux. Ouais, moi j'ai jamais eu de carte de parti, jamais fait de politique et je m'engage. Mais c'est aussi très important, je pense que avec ce qui s'est passé, les gilets jaunes, les gens ont envie de reprendre le pouvoir, ont voté et après les politiques faisaient ce qu'ils voulaient. Je crois que c'est difficile pour nous de s'engager parce qu'on nous fait croire que c'est pas pour nous, on s'y autorise pas, on nous l'autorise pas, alors qu'en fait ça nous appartient et on a le droit. Moi, Vikash Dorasso, ancien joueur de foot, je peux me présenter au suffrage universel. Personne ne peut me l'interdire. Je l'ai jamais fait. Et peu le font. C'est difficile. Hein. Alors donc je le fais. Malgré tout, n'exagérons pas. Là, beaucoup de gens s'engagent pour la première fois en politique au niveau local. C'est bien ce que je dis. Ça existe partout. Vous n'êtes pas le j'ai pas dit que j'étais le seul. Il y a des tas de gens qui commencent à s'engager en politique au niveau local avant même aujourd'hui. Non, mais c'est une réalité dans la République française aujourd'hui. Il y a eu souvent des sportifs qui se sont engagés. D'une part, des footballeurs, pas tant que ça. Et pas forcément comme tête de liste. Là où Vikash Dorasso a raison, c'est qu'il est tête de liste. C'est pas toujours le cas des sportifs. On prend les sportifs, mais on les met pas forcément en haut de l'affiche. Je comprends bien que vous voulez avoir un rôle incitatif sur l'engagement politique. On pourra en reparler après, puisque en gros, vous accusez les partis de tous les maux. Vous accusez même des gens qui sont militants, mais qui pour autant ne sont pas des gens qui cherchent des postes, qui peuvent avoir des engagements. Et à un moment ou à un autre, on s'engage en politique au niveau local. C'est pour participer au gouvernement local. Ça n'est pas nécessairement pour faire carrière. Vous en conviendrez. En France, il y a quand même beaucoup de gens qui s'engagent en politique au niveau local. 500 000 élus locaux. Voilà. Et que c'est un engagement. Et dont beaucoup d'ailleurs sont bénévoles. Voilà. C'est l'engagement citoyen. Donc sur ça, je vous rejoins, mais ne donnez pas la pression, vous êtes le seul à le faire. C'est ça qui me dérange dans votre posture. J'ai pas dit ça. Non, mais vous dites comme si on vous interdisait ou on interdisait par principe aux gens de s'engager au niveau local. C'est pas tout à fait vrai. C'est comme ça, en fait. Quand on est issu des classes populaires, issu de l'immigration comme moi, ça n'est pas pour nous. Ça arrive pas souvent qu'un ancien joueur de foot se présente au suffrage universel pour une élection importante. C'est déjà arrivé à Paris qu'un ancien joueur de foot se présente à gauche en plus. Parce que vous parliez des anciens sportifs. La plupart des anciens sportifs ont été conseillers ou alors parfois ministres des Sports souvent. Jean-François Lamour. Ça veut dire qu'on est placé. On n'est pas élu. On ne se présente pas au suffrage universel. Et moi, je ne me suis jamais autorisé. On ne me l'a pas autorisé. On sent que c'est pas pour nous. C'est sociologiquement comme ça. Et je le fais. Je franchis le pas. J'y vais. La plupart des gens que je rencontre aujourd'hui, c'est des gens qui militent depuis très longtemps et qui y arrivent. Ou alors c'est des gens qui ont fait les grandes écoles, comme le maire actuel, ou d'autres, comme je sais pas moi, Macron, comme tous ces gens. Ils ont fait des écoles. Enfin. Être membre de l'équipe de France, c'est faire une grande école. Vous n'allez quand même pas. Donc vous faites partie malgré tout de l'élite sportive. Mais c'est une réalité. Non, mais que vous vouliez montrer l'exemple et que vous vouliez dire à des gens, vous pouvez vous engager en politique, nous sommes tous d'accord. C'est pas la question. Je veux juste dire que malgré tout, n'ayez pas une vision de
du tableau qui soit juste limité au monde parisien, parce que le microcosme parisien, vous en faites aussi partie. Que des gens n'aient pas eu envie que vous soyez candidat, peut-être. Que vous ayez décidé d'être candidat, tant mieux, je dirais, d'une certaine manière. Mais vous servez aussi la France insoumise dans sa manière de promouvoir ou d'essayer de rebondir, alors que on voit bien, après une présidentielle qui a donné Jean-Luc Mélenchon 3e sur Paris, il y a eu une perte électorale sèche au niveau des européennes et qu'ils ont besoin de rebondir. Donc vous faites de la politique, Monsieur Laurasso, vous faites de la politique. Vous, certes, vous suivez votre propre agenda, vous mettez en avant vos convictions, mais vous faites de la politique. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que vous êtes le seul et qu'on vous a empêché de toutes parts. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été sollicité par tous les partis pratiquement pour cette municipale, même pour les européennes. Donc vous choisissez un engagement local. Je ne vous attaque pas personnellement. Ce que je veux dire, c'est que il est difficile aujourd'hui de considérer qu'il n'y a que votre exemple. Il n'y a pas que votre exemple. Surtout que, pour le coup, vous êtes d'une grande école sportive, malgré tout. Et bravo, vous avez fait une très belle carrière. Il y a d'autres sportifs qui s'engagent au niveau local. Juste, en fait, à quel moment j'ai dit que j'étais le seul ? Mais si vous donnez l'impression que... non, c'est vous qui avez cette impression-là. Ben vous dites on m'empêche, etc. Bah non, j'ai dit nous. Nous, les gens issus des classes populaires, issus de l'immigration. Combien il y aura de candidats qui représenteront la diversité dans ces élections ? Dites-moi. Madame Hidalgo, elle a dit que c'était... Non, Madame Hidalgo, 17 têtes de liste. Est-ce qu'il y aura une tête de liste qui représentera la diversité, les classes populaires, les gens dans le 18e arrondissement ? Notre liste à nous, 45 candidats, elle va représenter la sociologie de notre arrondissement et j'en suis très très fier. Mais à aucun moment je dis que je suis le seul, c'est vous qui interprétez et qui rebondissez là-dessus. Des populaires dans d'autres listes aussi. Vous savez, moi, je combats les gens qui sont en poste aujourd'hui. Et je redis ce que j'ai dit, et ça, je l'assume totalement. Les gens qui s'engagent en politique aujourd'hui en France servent leurs propres intérêts et les intérêts de leurs copains. Et ça, j'en suis sûr et certain. Alors, on va revenir sur votre programme aussi, parce que on a bien compris, je pense, le sens de votre engagement. Vous voulez montrer un exemple aussi, montrer que c'est possible, et je crois que ça s'entend, d'autant plus que si on est objectif, on sait que le recrutement des élites politiques est quand même sociologiquement restreint. Des élites, oui. Oui, non, mais des élites politiques en général. C'est de l'entre-soi. Oui. C'est des gens dans les recrutements, voilà, dans les profils. C'est des gens qui décident et qui savent, pour nous, en étant complètement déconnectés du terrain. Je veux dire, je vis dans le 18e arrondissement, je prends le métro, je marche, je connais cet arrondissement. Je suis pas sûr que tous les autres sachent. Dans le 18e arrondissement, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Et juste par rapport aux retraites, je reprends les retraites. C'est des gens qui vont décider pour nous, alors que des gens sont dans la rue, sont pas contents, sont pas d'accord avec cette réforme, mais au-dessus, on nous dit non, c'est bien pour nous. Donc je vais pas vous donner l'argumentaire des macronistes, je pense que vous le connaissez. Ils disent qu'ils ont gagné les élections présidentielles puis avec législatives 20% des voix au premier tour. Donc 20% et après la majorité des gens qui ont voté au deuxième tour, la plupart contre. C'est intéressant parce que vous proposez dans votre programme de corriger, on va dire, le déficit démocratique lié au fonctionnement des institutions avec un RIC local. Mais donnez-nous, pour éclairer nos auditeurs, un ou deux sujets de RIC local que vous pourriez mettre en œuvre si demain vous étiez élu à la mairie du 18e. Alors déjà, l'autre fois, on était à une réunion publique où on a proposé au maire sur les cantines et sur la friche ordinaire où il veut bétonner, de faire un référendum, de demander aux habitants qu'est-ce que vous voulez à cet endroit. Vous voulez des bureaux, des commerces et un MK2 ou alors vous voulez un parc. Voilà, ça c'est un exemple concret. C'est pas forcément un référendum, parce que le référendum c'est oui, non. Là, c'est plutôt une consultation, vous préférez avec des préférences. Ouais. Bon. Mais c'est important, on redonne le pouvoir aux gens de pouvoir décider leur ville. On les consulte, c'est important. C'est très important. Et après, il y a les JO, évidemment, les JO 2024, où à Paris, on voudrait savoir si les Parisiens ont envie des JO à Paris. Voilà. Ça, c'est les Parisiens ou les Franciliens ? Les Franciliens aussi, si vous voulez, on peut élargir. Mais enfin, le Paris, c'est Intramuros, c'est... non, on peut élargir. Si c'est les Franciliens, c'est 11 millions de personnes. Donc ça peut être les Parisiens comme les Franciliens, puisque, en fait, le Paris 2024 va aussi toucher la Seine-Saint-Denis, par exemple. Donc pourquoi pas leur demander par aussi ? exemple, oui, ils vont avoir de nouveaux équipements, des nouvelles piscines, il y a beaucoup d'investissements. Mais pourquoi on l'a pas fait avant, ça ? Pourquoi on n'a pas construit des piscines, des nouveaux investissements avant ? Pourquoi on s'est pas intéressé à ces gens-là ? Ils n'avaient pas besoin de nager avant ? Si.
Mais ce qui est... Il y a même certains qui ont besoin d'apprendre à nager. Absolument. Est-ce qu'on s'intéresse à ces gens-là? Est-ce qu'on s'intéresse, quand on fait venir Paris 2024, aux foyers de travailleurs immigrés qui vont être déplacés, aux foyers d'étudiants qui vont être déplacés? Est-ce qu'on s'intéresse à tous ces gens-là? Je sais pas, mais c'est un vrai sujet parce que pour le coup, vous avez été sportif de haut niveau. Je pense même que vous avez joué quelques matchs avec l'équipe de France olympique, donc c'est pas quelque chose qui vous est étranger. Les Jeux olympiques, globalement, si on prend en compte, si on met de côté, on va dire, les dérapages financiers, et là, on a des dirigeants du CIO, du gouvernement qui sont engagés à faire quelque chose de très éco-responsable au sens large, y compris financièrement, éviter les dérapages. Et c'est vrai que Paris a déjà beaucoup d'équipements. L'athlétisme, c'est le Stade de France, on a la Bercy Arena, on a l'Arena de Nanterre, donc en fait, on va pas dépenser des dizaines de milliards comme ça a pu être le cas dans le passé. Pourquoi être contre un événement qui va être quand même festif et populaire? Parce que finalement, il y a un engouement populaire au moment des Jeux Olympiques. Quand c'est à l'étranger, on regarde ça devant notre télé, on est tous, on est tous passionnés par les performances de nos athlètes. Et là, ça va être chez nous, Paris, Seine-Saint-Denis. C'est pourquoi faire un blocage là-dessus. Le premier investissement sur la piscine va éclater les budgets. A priori, ça a été mal budgété, donc ça va être beaucoup. C'est le gros équipement, c'est le centre nautique voilà, de Saint-Denis. C'est un exemple. Après, nous, on est sûr que ce sera une catastrophe écologique et sociale, puisqu'on est à un moment où il faut, je vous dis, il faut changer de mode de vie, de mode de consommation. Et là, on va investir pour faire venir des gens à Paris, le tourisme, voilà, le rayonner à l'international. On construit le Paris de la carte postale. Mais est-ce que ces JO vont être tournés vers les Parisiens? Moi, autour de moi, aujourd'hui, personne s'intéresse à Paris 2024. Oui. Personne n'a été consulté. Personne. Moi, vraiment, autour de moi, personne n'en parle. Personne limite est au courant. C'est dans 4 ans. Oui, mais c'est important de savoir je veux dire, ce qui va se passer. Et personne n'en avait envie. Moi, autour de moi, ils en ont rien à faire des JO. Ils en ont rien à faire du tout. Et juste autre chose, écologiquement, ça va faire venir beaucoup de gens pour remplir quels hôtels. Ça va être la fête des multinationales, fête du BTP, qui va faire encore monter le prix de l'immobilier, encore expulser des gens qui n'arrivent déjà pas à se loger à Paris. C'est ça, les JO. On peut prendre les JO... le village de l'Olympique, il est à l'île Saint-Denis. Les JO en Angleterre, ça a été une catastrophe. Les JO à Athènes, ça a été une catastrophe. On va pas expulser beaucoup de gens pour les JO, là. C'est pas tout à fait... si. Bah si, mais alors donc pas beaucoup de gens, c'est suffisant pour vous? Non, mais pas beaucoup de gens. S'il y a un pavillon... C'est à quel moment? Il y a un ou deux pavillons... Et pourquoi ces gens-là, ils n'auraient pas le droit de rester? Si c'était vous. Mais si demain vous êtes maire du 18e, vous aurez à expulser des gens si vous avez un je vous donne un exemple. Vous avez besoin de construire une école. Vous avez besoin de construire une école. Il y a une maison qui gêne pour un équipement d'intérêt général. Et ça, c'est des décisions locales tous les jours. Donc vous ne toucherez pas la ville, vous ne bougerez plus rien. Si, on le fera, mais par exemple, il y a quand même beaucoup de contradictions dans votre discours. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Juste vous poser une question qui est quand même fondamentale parce que nos auditeurs ne le comprennent pas très bien. Vous êtes un sportif de haut niveau. En gros, vous nous dites il faut supprimer les Jeux Olympiques. Je résume bien votre position. Il faudrait les supprimer. Mais supprimer en général les Jeux Olympiques, parce que vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez estimé que les Jeux Olympiques faisaient déplacer des centaines de milliers de gens. C'était contre le développement climatique. Et donc, soit vous êtes pour les supprimer, soit vous êtes pour les déplacer. Les proposer d'autres types de Jeux Olympiques. Évidemment, oui. Alors, le jour où ce sera la fête du sport, on les accueille avec plaisir. Évidemment. Alors, excusez-moi, mais même les matchs sportifs de football, vous avez quand même été un international, ça n'est quand même pas non plus un exemple en matière de... Au niveau carbone, c'est pas neutre. Voilà. Mais tous ces grands événements auxquels vous avez participé, qui ne vous ont pas visiblement posé de problème de conscience énorme quand vous y étiez, ou je me trompe peut-être. Vous auriez pu dire, je ne participe plus à ce spectacle, etc. Aujourd'hui, c'est devenu le mal absolu. J'ai du mal à comprendre. Mais j'aimerais quand même que dans votre position, vous ayez un point de vue qui soit un peu réaliste ou constructif, qui propose des choses. Même sur les Jeux Olympiques, il est difficile à 4 ans de l'événement, même si vous pouvez très bien, je comprends très bien votre critique, qui a été consulté, comment a-t-on fait participer les Parisiens et les Franciliens à ce choix. Il y a d'autres exemples de villes où ça a été fait et où il y a eu refus. Donc ça, j'aurais pu comprendre, mais aujourd'hui, on est devant le fait de ces Jeux Olympiques qui sont là. Donc comment vous allez corriger le tir plutôt que de dire non, on n'en veut pas. Mais déjà, ça a été fait dans le passé, donc en 70, les JO arrivent à Denver, et puis donc en 72, ils font le référendum, c'est annulé, c'est déplacé. Voilà, donc on peut le faire. On peut le refaire, on peut proposer aux Parisiens le référendum. Voilà. J'ai été sportif de haut niveau.
j'ai été qu'un salarié d'entreprise et puis j'ai joué et j'ai fait du football. Mais j'ai jamais été en responsabilité. C'est pas la même chose. Je suis pas responsable de la catastrophe écologique, moi, Vicage Dorasso, tout seul. Par contre, quand je m'engage en politique, oui, je veux changer les choses. Oui, je veux combattre les choses. Oui, je suis contre les Jeux Olympiques. Et là, je suis prêt à me battre. Mais tout seul, quand j'étais sportif de haut niveau, oui, j'aurais fait les Jeux Olympiques à Paris. Oui, j'aurais fait les Jeux Olympiques à Tokyo. Il y a aucun problème. Par contre, moi, aujourd'hui, je ne suis plus sportif. Je me bats. Et je me bats avec des convictions. Et je pense que les JO, ce sera la fête des multinationales, des gens qui vont encore faire du profit énorme sur le dos des Parisiens, sur le dos des sportifs de haut niveau, évidemment. Je sais que quand j'étais joueur de foot, j'étais un salarié d'une entreprise et je servais ce système-là. Mais je jouais au foot. J'étais un salarié. J'ai jamais été un patron, moi. Jamais de ma vie. Et donc, je suis pour ce référendum. Je suis contre ces JO qui vont être la fête des multinationales, mais pas des sportifs. Bon, ça, on a compris que vous étiez contre, mais quel est votre idéal de manifestation sportive, en fait? J'ai pas d'idéal, moi. Je veux... il y aura des manifestations sportives, c'est quand même important, même quand sinon on reste entre nous dans son petit club de foot et on se Mais j'ai joué au foot dans mon quartier, c'était important. Le petit terrain de foot qu'on a gagné, c'est très important. Ça vaut le coup. Et ça, c'était face à une mairie PS. Ça, le maire PS se moquait des gamins. Il allait enlever le petit terrain et les gamins n'avaient plus rien. Ça, c'est important. Ce combat-là, il est plus important que tout le reste. Mettre des terrains de sport partout, mettre de la culture partout, mettre de l'éducation partout, prendre cet argent. Vous savez, la candidature, c'est 20 millions d'euros. Oui. Avec ça, on pouvait pas faire autre chose, accueillir correctement les migrants, faire des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences. On pouvait pas utiliser cet argent. Mais ces millions d'euros, ils servent à rénover les gymnases. Les piscines. Mais pourquoi on le fait pas avant? C'est le cas dans ma commune. Pourquoi on le fait pas avant? Parce qu'on n'a pas d'argent. Mais qu'on a eu la chance. Monsieur, c'est 9 milliards de budget, la mairie de Paris. 9 milliards. C'est pas que Paris, il y a beaucoup d'investissements en Seine-Saint-Denis. 9 milliards de budget, la mairie de Paris. Elle n'a pas d'argent pour s'occuper des classes populaires et des inégalités? Oui, mais là, elle le fait. Elle ne le fait pas. Si. Mais non, elle a eu 3 mandats, la mairie de Paris. Ah oui, d'accord. Anne Hidalgo, c'est son 3e mandat, puisqu'elle a été adjointe 2 fois. Si vous regardez la liste des équipements qui vont bénéficier des investissements. Mais pourquoi elle l'a pas fait avant? Ça, c'est à elle qu'il faut poser la question. C'est la question. Moi, je vous dis, ça va être fait. Pourquoi? Donc vous dites, non, il faut pas le faire. Non, mais ne faites pas le naïf, malgré tout, vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on peut. Non. Mais évidemment, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique, ça ne suffit pas. Il faut le financer, comme vous dites. Donc, l'argent, il y a de l'argent, puisqu'il y a 9 milliards de budget. Donc, il y a de l'argent, c'est des impôts. C'est des impôts, l'argent. C'est pas de l'argent qui vient de nulle part. Donc, c'est mon argent. C'est notre argent. C'est l'argent public. Des contribuables. C'est l'argent public. C'est l'argent des contribuables. C'est votre argent. J'aimerais savoir ce qu'on en fait. Oui, mais pourquoi on l'utilise que pour les touristes? Pourquoi on l'utilise pour nettoyer que les beaux quartiers? Pourquoi les quartiers populaires ne sont pas nettoyés? Pourquoi on se sent pas aussi bien à la Goutte d'Or que quand on est à Saint-Germain? Mais justement, est-ce que il y a pas un décalage? Pourquoi on bétonne encore dans le 18e arrondissement? On est quand même l'arrondissement où il y a le moins d'espace vert par habitant au mètre carré. Pourquoi le 17e a un parc? Pourquoi le 16e a le bois de Boulogne? Pourquoi nous on n'a rien? Et pourquoi c'était avant que pourquoi quand on a un espace pour construire, on fait du béton encore? Parce que les classes populaires ne méritent pas de respirer correctement, de manger correctement à la cantine? Mais est-ce que c'est pas ça justement les vrais combats? Parce que finalement, ils sont là, les vrais combats. Est-ce qu'en se focalisant un peu trop sur les Jeux Olympiques, qui sont un événement dans 4 ans qui vont durer 15 jours, avec les Jeux handisport un mois, est-ce que, effectivement, je pense que le Parisien lambda, tant que les événements sont pas là, 4 ans c'est loin. Est-ce que ce qui les intéresse pas plutôt sur les élections municipales, c'est ce que vous venez de dire? La lutte contre le bétonnage, la qualité de l'air, la qualité des repas dans les cantines, je sais que c'est un des combats que vous avez mené aussi, la gratuité des transports, même si là aussi il faut dire combien ça coûte et qui paye, et c'est pas que la ville de Paris, c'est aussi une compétence au niveau régional. Voilà, c'est un peu là-dessus aussi que nous on voulait vous titiller, parce que vous dire, mais est-ce que il faut pas revenir à des choses terre à terre de la vie? C'est très concret tout ce que je vous ai dit là sur les cantines, sur le parc, sur la propreté, mais le référendum d'initiative citoyenne, on en a parlé pour les JO, mais pourquoi je parle des JO? Parce que quand elle parle, Madame Hidalgo, de son bilan, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous retenez de votre bilan? Elle a dit Paris 2024. C'est Paris 2024. Et grâce à Paris 2024, je fais en sorte que Paris rayonne de nouveau à l'international. Moi, j'aimerais que Paris rayonne pour les Parisiens et les Parisiennes. Ils méritent autre chose que Paris 2024. Ils méritent qu'on s'intéresse à eux réellement. Vraiment, la catastrophe écologique, elle va nous frapper de plein fouet.
et elle va très vite toucher les classes populaires. Ceux qui n'auront pas de climatiseur, ceux qui n'auront pas de résidence secondaire, comment ils vont faire? Il a fait 43 degrés l'année dernière au mois de juillet. C'est eux qui vont souffrir. Et ben si on leur met pas un parc, moi j'étais cette semaine faire une action, renommer une rue, la rue Cuvier qu'on voulait transformer parce que il a fait partie d'une triste histoire liée au colonialisme et évidemment à l'esclavage. À un moment, je suis rentré dans le jardin des plantes. Et je me suis dit mais pourquoi on n'a pas ça quoi? Dans le 18e, j'ai pas un endroit où je peux rentrer, respirer. Vous voyez, il faudra peut-être démolir quelques maisons pour faire un parc. Non, il y a des endroits, il y a plein d'endroits dans le 18e où ils vont bétonner. Ouais. Le 18e. Mais donc, par exemple, vous avez proposé dans votre programme pour le 18e, vous savez, vous allez mettre votre parc. Ah oui, bien sûr, il y a un endroit. Et puis il faut en mettre peut-être plusieurs. Il y a un endroit, il y a la friche Ordener, un endroit qui est donc rue Ordener, où il y a des anciennes, les anciens locaux et des rails aussi de la SNCF. Ouais. Et là, il y a un projet qui a été lancé pour bétonner. Et les habitants, donc c'est le parc extraordinaire qui se mobilise pour avoir un parc. Ils demandent pas le Camp Nou, ils demandent un parc juste pour respirer. Dans le 18e et partout, il y a Dernière question, Frédéric. Oui, mais bien évidemment, mais de la végétalisation dans les programmes des candidats, il y a pas que vous. Simplement, vu ce que vous décrivez, il faut supprimer la gare du Nord et la transformer en grand parc. Non, c'est pas ça? Ça, c'est Griveaux. Mais... Non, c'était la gare de l'Est, mais pour vous, la gare de l'Est, 18e, elle touche plus du 18e. Donc on n'est pas chanceux, hein, nous, puisque en fait, regardez les logements sociaux. Les logements sociaux, puisque ça coûte plus cher le foncier dans certains arrondissements, on va dire, hop, on le fait dans le 18e. C'est vrai. Et on bétonne de nouveau. Et donc, au lieu de faire un parc, on fait des logements sociaux, mais on n'en fait pas ailleurs. Et nous, on se retrouve avec encore du béton. La nouvelle entrée de la porte de la Chapelle, ça vous plaît pas, le projet Non, c'est pas bon encore. Là, on est avec. Non, mais parce qu'en fait, il y a deux entrées qui sont pas très bonnes. Et là aussi, il y a un problème puisque en fait, il y a plein d'autres endroits sur toute la ceinture où on pourrait créer des endroits de respiration. Ouais. Anne Hidalgo, qui est arrivée en campagne, c'est marrant parce qu'en fait, elle a eu plusieurs mandats pour s'occuper de ces endroits-là. Et puis elle est arrivée, elle a lancé « Ici, on va tout changer, c'est extraordinaire ». En plus, elle a fait une vue aérienne où en fait, c'est les toits qui vont être végétalisés. Mais il n'y aura pas de parc en dessous. Merci Vicage Dorasso. On espère que vous serez élu au Conseil de Paris pour pouvoir continuer à défendre vos convictions et vos propositions pour Paris. On a vu qu'il y en avait beaucoup et que comme les élections sont dans quelques semaines, on vous souhaite évidemment bonne chance. Merci Frédéric Lazorte de la revue Politique et Parlementaire, notre partenaire sur cette émission de débat politique. Et donc on continuera sur les élections municipales la semaine prochaine. Vous êtes sur Radio Orient, c'était l'émission Et si on en parlait avec Vicage Dorasso. Merci. Merci. Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.